Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire dédié aux classeurs conformité. Nous avions fait un premier épisode il y a quelques semaines de cela pour vous présenter le classeur numérique conformité de notre partenaire BCLM. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 qui sera consacré à l'aspect devoir de conseil, devoir d'information et traitement des réclamations. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir, comme pour l'épisode 1, d'être aux côtés d'Aurélie Lebihan, notre juriste mandat et intermédiation AGA, et Bonjour de à tous. Melvin Pain, responsable du classeur conformité chez BCLM. Bonjour à Bienvenue. tous. Aurélie, je te laisse commencer avec l'obligation d'information. Oui. Alors du coup, ce qu'on a voulu faire dans cet épisode 2, c'est de brosser les trois thématiques suivantes, donc l'obligation d'information, devoir de conseil et traitement des réclamations, qui sont des thèmes qui vont un peu souvent ensemble en matière de contrôle et qui potentiellement peuvent faire un peu mal, puisque en cas de contrôle, ça va être les mentions vraiment sur les documents qui vont être regardés du coup par la CPR, et on verra après du coup chaque annonce de thématique comment vous faites avec le classeur BCLM pour entrer les documents à l'intérieur du classeur numérique. Alors, on va y aller sur l'obligation d'info. Ok. Alors, l'obligation d'information, ça va un peu de pair avec l'obligation de conseil, puisqu'au final, les mêmes documents va comporter forcément l'information. Et l'information, c'est quoi? C'est de se présenter en tant qu'intermédiaire au client. Ça doit être clair, il ne doit y avoir aucune confusion. Donc, ça me permet d'embrayer tout de suite pour vous dire que quand vous avez deux activités, typiquement l'activité d'agent et l'activité de courtage, il faudra bien distinguer les deux sur des documents qui vont bien être différents, forcément. Ça va comporter du coup votre identité. Donc, si vous êtes en personne physique, personne morale, forcément, vous allez avoir la mention. Typiquement, l'exemple, c'est quand vous êtes en SARL, vous exercez votre activité en SARL, vous aurez SARL machin Michu, par exemple, en type de nom. Forcément, votre adresse ou siège social, avec votre numéro d'immatriculation ORIAS. Ce que recommande aussi la CPR, ça va être de mettre en exergue finalement les procédures de réclamation. Donc, il faudra mettre en bout le premier contact en fait pour le traitement de la réclamation. C'est l'agence, au final, que vous soyez en qualité d'agent général ou en qualité de courtier, le premier point de contact, ça va être l'agence. Après, forcément, sur les contrats qui sont au sein de votre activité agent général, en fonction des réclamations, soit c'est vous qui traitez, soit ça va être la compagnie d'assurance, si on est vraiment sur des documents liés au contrat. Et ensuite, la mention que du médiateur derrière qui pourra être saisi finalement par le client. J'en profite ici pour vous dire que dans le cadre de votre activité agent, nous, AGA, on a cotisé à la médiation de l'assurance. C'est la médiation, c'est pour votre activité agent, c'est la compagnie qui l'a fait. Pour le courtage, du coup, nous, quand vous exercez le courtage au sein de votre structure agent, donc on a adhéré à la médiation de l'assurance. Donc la mention apparaît dans votre attestation d'adhésion au sein de l'AGA pour le coup. Forcément, vous allez avoir tout ce qui va être les liens financiers. Là, c'est les nouveautés avec la DDA. Donc, quand vous avez une entreprise qui détient 10% de votre capital ou du droit de vote, c'est clairement pas le cas en pratique de votre côté. Je passe sur le service de recommandation personnalisée, puisqu'on va le revoir juste après. C'est un niveau de devoir de conseil et que vous exercez en exclusivité ou non votre activité. Donc, dans tous les cas, ces mentions doivent apparaître sur un support papier ou support durable avant l'entrée en relation avec le client, et c'est avant toute conclusion d'un contrat d'assurance que vous devez vous présenter en tant qu'intermédiaire. Donc, au final, c'est de dire que c'est dans la vie de tous les jours, quand on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on fait, c'est de se présenter. Et c'est pareil pour l'intermédiation. Voilà. Je vous ai rajouté donc aussi les documents satellites. Donc là, c'est la partie de l'article R521-4 du Code des assurances qui détaille, donc ça va être correspondance papier, publicité, signature mail. Le minimum, c'est effectivement d'avoir votre nom, votre catégorie, agent ou courtier, adresse, numéro ORIAS. Et forcément, quand vous allez avoir un contrat qui est visé par la correspondance, il y aura le logo de la compagnie qui est derrière. Après, si possible,
de rajouter le contact pour la réclamation, le lien ACPR et le lien du médiateur. Mais clairement, si on est sur, par exemple, votre carte de visite, toutes les mentions, elles ne peuvent pas toutes rentrer. Donc, il faut faire effectivement un choix, quitte à synthétiser. Par exemple, pour la CPR, plutôt que de mettre vous êtes sous le contrôle de la CPR, bon, on enlève cette mention et on va juste mettre l'adresse, par exemple. Donc, il ne faut pas non plus trop surcharger le document parce qu'il faut aussi qu'il soit lisible. C'est bien d'avoir des mentions qui sont claires, mais si on a un petit document qui fait 2 cm sur 2, si vous mettez toutes les mentions, bah, finalement, ce n'est pas lisible, hein, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, normalement, je pense qu'on pourra passer la main à Melvin pour vous montrer où ça se situe dans le classeur ASRI. Alors, hop, je vais juste changer d'écran. J'en profite pour dire, le temps que Melvin se connecte à l'outil, que vous aurez bien évidemment le support de présentation qui vous sera envoyé cet après-midi. Ouais. Alors, c'est bon, je suis connecté. Donc là, en fait, on arrive sur l'écran d'accueil de la solution d'ICLM. Et puis ici, c'est là où vous allez retrouver l'accès pour en fait le classeur de conformité. Donc pour accéder au classeur de conformité, c'est très simple. Vous allez cliquer ici. Et puis pour revenir à en fait ce que disait Aurélie sur l'obligation d'information conseil, donc en fait ici on va retrouver toutes les thématiques qui sont liées au classeur de conformité ACPR. Et puis ici on va retrouver l'onglet en fait qui correspond à l'obligation d'information que vous êtes dans l'obligation de faire. Et puis c'est ici en fait que vous allez venir implémenter la totalité des documents qui sont liés en fait à ce qu'on disait juste auparavant. Donc là par exemple on va prendre l'exemple de la charte des mentions légales ou de la carte de visite. Et c'est juste ici que vous allez venir en fait les mettre. Et puis en fait, pour les mettre, c'est très simple. En fait, vous allez cliquer sur le bouton qui est juste ici. Donc ici, vous allez retrouver toujours une note en fait d'Astrée Avocat, donc qui est le cabinet d'avocats qui nous a aidé à constituer le classeur. Et vous allez également retrouver, donc là je ne suis pas dans un classeur type AGA, mais si vous êtes dans un classeur type AGA, vous allez retrouver aussi une note de l'AGA qui est un petit peu plus bas. Et en fait, on va revenir dire ce qu'on vient de se dire juste avant et ce qui a été fait par Aurélie. Et puis après, là, ici, vous allez pouvoir insérer votre fichier. Et quand vous allez insérer votre fichier, donc c'est très simple, il va apparaître ici. Vous allez mettre une date du document, une date d'import et une date de fin de validité. Bon, en l'occurrence, votre carte de visite, il y a très peu de chances qu'elle change lorsque vous aurez constitué votre agence, parce que ce sera toujours à peu près la même. Donc, vous pouvez mettre une date assez loin. Et en fait, ces dates, si vous voulez, qui sont liées au document, vont vous permettre de recevoir des alertes de manière hebdomadaire quand vous aurez des documents à mettre à jour. Donc ça, c'est assez important parce que ça vous permet en fait de garder votre classeur toujours à jour et de faire toujours votre travail, entre guillemets, pour être conforme à tout moment en cas de contrôle de la CPR. Et puis, une fois que vous allez valider votre document, alors, hop. Donc là, je suis sur la carte de visite. Après, en fait, ici, vous allez venir le qualifier. Donc ici, on retrouve en fait le document qu'on aurait éventuellement apporté. Et grâce aux champs qui sont ici, on va dire en fait s'il est à jour et s'il est conforme. Et puis une fois qu'on aura validé ici, ça vous permettra en fait d'avoir votre document, vous voyez ici, qui est passé à jour et conforme, et d'avoir votre classeur totalement à jour avec la totalité de vos documents que vous êtes venus qualifier. Voilà. Peut-être Aurélie, tu peux reprendre la main si tu veux. Oui, alors du coup, maintenant, on va pouvoir passer eh bien, au devoir de conseil. Donc, hop, Aurélie, je te redonne la main. Ça marche. Alors, peut-être juste avant, si on peut voir s'il y a des questions, peut-être sur la partie obligation d'information. Rien? Non, nous n'avions pas de questions. Vous avez été très clair. Pas top. Voilà. Alors, sur le devoir de conseil, je vous mets les grandes lignes parce qu'on a eu récemment un webinaire du coup sur le devoir de conseil. C'était sur le cercle AGA, donc qui a été beaucoup plus étayé, alors que là, ça ne va pas être l'objet de notre webinaire. Donc, pour rappel, avec la directive distribution assurance, on a 3 niveaux de devoir de conseil. On a un premier niveau qui est le socle obligatoire pour conseiller le client. Aujourd'hui, c'est le niveau sur lequel on s'est
où le marché s'est massivement positionné. Voilà, faut être plutôt clair là-dessus. Le deuxième niveau, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le service de recommandation personnalisé. Donc, sachant que le service de recommandation personnalisé, c'est choisir un niveau de conseil dans lequel on va toujours présenter au client plusieurs options de contrat ou même d'options de garantie et du coup justifier pourquoi on va recommander tel contrat par rapport à un autre, telle option par rapport à une autre. Donc là, on est sur un niveau de conseil qui est un peu plus poussé. Et ensuite, on a le troisième niveau qui est encore au-dessus, du coup, qui est un service de recommandation, donc pareil, mais qui est fondé sur une analyse impartiale du marché. Donc, ça veut dire que sur une typologie de risque, vous êtes allé regarder tout ce qui se fait en fait sur le marché en termes de contrats et que c'est par comparaison que vous conseillez tel ou tel contrat à votre client. Donc là, ça incite à avoir la maîtrise finalement sur tout ce qui se fait au niveau assurantiel sur le milieu. Donc voilà. Donc nous, en France, on s'est, comme plutôt pas mal aussi en Europe, on s'est positionné sur le premier niveau de conseil qui va être, je te laisse passer Aurélie du coup, donc qui va être de conseiller le contrat sur un contrat qui va être cohérent avec le besoin et les exigences du client. Donc du coup, pour faire ça, forcément, il va falloir poser des questions au client. Il y a du déclaratif aussi, mais ça peut aussi être orienté parce que vous avez besoin d'avoir certaines informations. Donc là-dessus, et derrière, pouvoir présenter le produit de manière objective, qu'il faut que ce soit clair pour le client, et adapter finalement la complexité du contrat, en tout cas votre discours au client. Puisque lui, il n'a pas forcément les mêmes connaissances. Hein. Concrètement, on va dire un entrepreneur qui vient pour un contrat pro, un maire pro qui a l'habitude voilà, de changer d'intermédiaire, etc. Donc, il a une certaine connaissance de ces typologies de contrats plutôt qu'un autre qui vient de commencer. Donc, lui, forcément, l'explication va falloir être un petit peu plus pédagogique au niveau de l'explication du contrat pour le client. Donc, dans tous les cas, le devoir de conseil à l'entrée du contrat, à l'entrée en fait de la relation d'affaires avec le client, il faut que ce soit fait par écrit. Support papier ou support durable, c'est grosso modo l'espace client sur l'interface Internet, donc soit la vôtre, mais en général c'est celle de la compagnie. Et il faut que ce soit envoyé avant la signature du contrat. Donc on conseille toujours de sauvegarder finalement une fiche conseil pour pouvoir prévenir tout contentieux, puisque en général, quand on va avoir, ça vous le savez aussi, hein, mais quand on va avoir un refus de prise en charge sur une garantie, le client qui est mécontent, déjà il va vous faire une réclamation, on verra juste après, mais ensuite pour engager votre responsabilité, il va aller sur le défaut de conseil. Donc toujours se prémunir finalement des preuves en assurant sur cette partie-là. Je vais repasser du coup la main à Melvin pour qu'il vous montre dans le classeur où est-ce que ça va se situer. Alors, juste avant, Aurélie, de passer la main à Melvin pour la démonstration, j'avais une petite question du coup pour toi. Oui. Dans le cadre du courtage, quel statut on fait figurer, agent ou courtage, ou les deux? C'est-à-dire le statut. En fait, lorsque l'on fait du courtage, on me demande quel statut devons-nous faire figurer. Est-ce qu'on met les deux ou en fait, je pense que est-ce que tu ne fais qu'une fiche ou est-ce que tu… Enfin, voilà. Ah, ok. Alors, il faut avoir dans la tête plutôt que l'activité agence est dans une case avec les documents qui vont avec et l'activité courtage qui est dans une autre case avec les documents qui vont avec. Ce qui veut dire que quand vous êtes sur le courtage, il y a la mention courtier seulement qui apparaît. On ne peut pas voir la mention agent général. En cas de contrôle auprès de la CPR, vous allez vous faire taper sur les doigts concrètement, puisque pour eux, le discours, c'est de dire j'ai deux intermédiaires qui apparaissent deux catégories différentes qui apparaissent sur le document qui est envoyé au client, ça porte à confusion. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit clair. Donc, si vous êtes agent général, donc vous avez les documents avec la mention agent général. Donc là, globalement, c'est plutôt les compagnies qui vous les fournissent, donc vous avez toutes les mentions qui sont calibrées. Et effectivement, sur le courtage, il va falloir les créer vous-même si vous n'avez pas de modèle spécifique, en tout cas envoyé par exemple par des partenaires. Et nous n'en donnons pas parce que en fait, j'ai une question du coup qui survient.
en disant bah, que les courtiers aujourd'hui, à titre de cet exercice, les compagnies n'en fournissent pas. Est-ce qu'il y en aurait des standards pour toutes les compagnies? Bah, après, c'est un peu toutes les mêmes. Aujourd'hui, ce qui se fait sur la place, c'est de coupler sur la fiche conseil les mentions d'informations obligatoires. Nous-mêmes, on a standardisé notre partie. Après, effectivement, il faut compléter et pouvoir la créer et ensuite le décliner sur les autres documents. Ok, merci Aurélie. On laisse Melvin la démonstration sur le classeur. Ouais. Alors pour reprendre ce que disait Aurélie par rapport à l'obligation d'information de conseil, en fait elle va se trouver juste ici, l'obligation de conseil, pardon, elle va se trouver juste ici. Et en fait ici vous allez retrouver alors un document qui est principal à l'obligation de conseil, qui est la procédure de vente que vous allez venir implémenter comme on l'a montré en fait un petit peu plus tôt. Mais surtout, ce qui va être important, c'est qu'il y a une certaine navigation dans le classeur et on retrouve donc des thématiques avec des onglets. Et en fait, vous avez toujours un chemin à parcourir quand vous voyez le nom dossier ici et vous allez cliquer dessus. Et puis là, en fait, vous allez retrouver la cartographie de vos produits et puis la totalité des produits que vous vendez en tant qu'agent. Et puis, en fait, ça va être très simple. Pour ajouter un nouveau produit, vous allez juste cliquer ici. Donc là, vous allez mettre le nom du produit. Par exemple, on voit une assurance auto. Et puis on va juste venir l'ajouter ici. Et puis en fait, vous voyez, elle va s'ajouter ici. Et si on clique sur ce produit auto, on va voir tous les documents en fait qui sont liés à ce produit. Et ça va être tous les documents que vous êtes dans l'obligation en fait de venir ajouter dans votre classeur pour être totalement conforme au niveau de la CPR. Et peut-être, si je peux faire un petit rappel, c'est que si on vient sur le parcours de vente individuel et sur l'obligation de conseil, ici, pour vous accompagner en fait dans l'implémentation de votre classeur, vous allez toujours retrouver des boutons informations, que ce soit pour les documents ou pour les thématiques et les différents onglets, où en fait vous allez retrouver ici les conseils d'avocat du cabinet Astré, qui va vous dire en fait exactement ce qui est attendu de la part des autorités de contrôle et ce que vous devez vraiment faire pour être totalement conforme. Donc ça, c'est très important à suivre pas à pas. Pour en fait vous mettre le plus rapidement possible en conformité et pour répondre surtout aux exigences des autorités de contrôle qui peuvent éventuellement vous contrôler. Ça. Sachant que je me permets du coup de compléter une petite partie, c'est que c'est pas anodin hein, que vous ayez dans le classeur BCLM la partie procédure de vente pour la thématique devoir de conseil, puisque comme je vous l'avais dit dans le premier webinaire, la CPR contrôle par thème. Donc quand elle va vouloir contrôler le thème devoir de conseil, le premier truc qu'elle vous demande, c'est finalement votre synthèse de procédure de vente pour savoir comment vous distribuez le contrat. Est-ce que c'est que sur l'agence? Est-ce que vous êtes sur la vente à distance, etc. Parce que vous le savez, les obligations ne sont pas les mêmes en fonction. Donc, d'où l'intérêt finalement de prévoir cette partie procédure de vente. Finalement, c'est se mettre en cas pratique, hein, de dire j'ai un client. Quand il rentre dans l'agence, comment ça se passe? Il est accueilli par ma première salariée. Ensuite, elle fait un deuxième rendez-vous là-bas. On fait ci, ça, on demande tel document. Et après, je valide. Enfin, c'est un exemple. Hein, ça ne veut pas dire que dans la vie de tous les jours, ce sera forcément comme ça. Mais voilà, c'est un exemple. Et c'est ce que va demander la CPR dans tous les cas quand elle aura cette thématique de contrôle. Aurélie, Melvin, j'ai une question. Si les CG changent, est-ce qu'on met à jour le classeur? Oui. Systématiquement. Alors, dans le classeur, vous avez un système de rappel qui vient, en fait, vous allez paramétrer, si vous voulez, une date où vous allez venir vérifier un document. Nous, on dit que c'est important pour certains documents de venir les vérifier régulièrement, mais ça, on vous le met, en fait, dans la note Astre Avocat que vous retrouvez au niveau de l'import. Mais à chaque fois qu'un document change de manière anticipée, vous avez toujours ce besoin, en fait, de venir mettre à jour le classeur pour être totalement conforme au niveau d'un éventuel contrôle ACPR. Merci Melvin. C'est bon pour la démo du coup? On peut passer au sujet suivant? Oui, c'est bon. Ça va. Donc, on va passer donc à présent à la partie traitement des réclamations, parce qu'en plus, il y a eu quelques petites évolutions il y a quelques temps. Aurélie, je te redonne la main du coup. Ça marche, merci. Alors du coup, les traitements des réclamations. Il faut savoir que celle qui est d'actualité, c'est celle qui a été faite en 2016. Elle a été mise à jour en 2019, donc elle est valable jusqu'à 2022, la fin de l'année.
Et à partir de janvier, il y aura cette nouvelle qui a été en fait créée en mois de mai 2022 qui vient bouger des petites choses. Grosso modo, sur les traitements de réclamation, on est toujours sur la même chose, c'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait un process qui soit établi, côté ACPR, qui est 2 mois pour répondre au client et ensuite que le client puisse saisir le médiateur. Et pour ça, il faut qu'on lui informe du process de réclamation. Bon. Ce qu'il y a de nouveau par rapport à la recommandation actuelle, c'est qu'elle a élargi le champ de la recommandation. C'est-à-dire que maintenant est concerné finalement toutes les personnes, même ceux qui n'auront pas contractualisé. Donc, on ne parle plus des clients, on peut aussi parler des prospects. Les bénéficiaires, c'était déjà le cas en pratique, en fait, avant, côté compagnie, surtout. Quand on a un bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie qui fait une réclamation, ben, c'est pas parce que c'était pas noté dans la réclamation qui est en vigueur actuellement qu'on ne lui répondait pas, en fait. Hein. Donc, ça a été élargi par rapport à ça. Et ce qui change, effectivement, vous avez la partie prospect. Pour ce qui va être des réclamations qui vont être formulées à l'oral, donc, ça va être tout ce qui arrive par numéro de téléphone, finalement, le client qui arrive à l'agence, hein, pour vous dire, ou par messagerie instantanée, donc ça peut être du LinkedIn, du Facebook, ça dépend de vos canaux de discussion avec le client. Donc, si vous n'arrivez pas tout de suite à le satisfaire, bah, le but du jeu, entre guillemets, ça va être de le rediriger sur l'écrit. Donc, on l'invite à formaliser son mécontentement du coup sur un écrit pour pouvoir lui répondre, ce qui fait démarrer aussi le délai de 2 mois, justement pour le traitement de la réclamation. Et si jamais vous avez une réclamation qui peut se faire en ligne via un formulaire, bah, la nouvelle obligation maintenant, c'est de permettre aux réclamants, donc il peut être client, prospect ou ancien client de l'agence, hein, d'obtenir une copie horodatée. Puisque là, ces constats de la CPR, c'était qu'on a des formulaires en ligne via les compagnies d'assurance pour une réclamation client, mais du coup, le client, une fois qu'il a envoyé sa réclamation, bah, il ne sait pas si ça a bien été envoyé, il ne sait pas s'il y a une coquille ou quoi que ce soit, si ça a bien été réceptionné. Donc, du coup, il manquait des informations. Donc, ça, c'est une nouveauté. Autre nouveauté, donc, comme je vous disais, donc, il y a délai de 2 mois, et une obligation de faire un accusé de réception, si vous n'avez pas réussi à répondre instantanément au client, dans les 10 jours. On est toujours sur des 10 jours ouvrables. Par contre, ce qui va changer entre ce qui existe cette année et ce qui existera l'année prochaine, c'est que pour l'instant, on est toujours sur 10 jours ouvrables à compter de la réception du courrier. L'année prochaine, c'est à partir de l'envoi du courrier. Donc, ça va nécessiter un changement de position. Vous avez peut-être eu des retours de vos compagnies respectives pour l'activité agent général, puisqu'il faudra tout faire pour réceptionner le courrier le plus rapidement possible, puisque 10 jours, ça va vite. Et pour le coup, c'est à l'envoi, c'est pas à la réception. Donc, il faut s'organiser pour. Et ensuite, on est sur le délai de 2 mois. Ce qui change, c'est que la volonté de la CPR, c'était un peu d'écraser les plusieurs niveaux de services de traitement des réclamations. Donc maintenant, c'est à partir du moment où on a une réclamation écrite, on compte 2 mois, quelle que soit l'entrée finalement de la réclamation écrite, que ce soit chez l'agent général, chez la compagnie, chez éventuellement un prestataire, ça peut être par exemple les experts auto en cas de sinistre. On s'organise pour réceptionner le courrier, pour faire un accusé de réception dans les 10 jours, et on s'organise pour lui répondre au bout de 2 mois. En l'absence, une fois les 2 mois passés, ben, le client pourra saisir directement le médiateur de l'assurance. Donc ça, c'est ce qui va changer. Et autre chose aussi, c'est aussi attendu que les professionnels de la place fassent le registre finalement des traitements des réclamations. Ça, c'était déjà existant hein, sur les différentes versions des recommandations de la CPR sur le sujet. C'est-à-dire que vous teniez à jour un fichier Excel, on va dire, sur le plus basique, pour savoir un petit peu, là, on a une réclamation de tel client à telle heure, comment ça a été traité, et pour qu'on arrive aussi à tirer les conséquences, c'était sur quel sujet, est-ce que c'est quelque chose que je peux, sur lequel je peux agir, ou c'est quelque chose que je dois faire remonter à la compagnie pour que ce soit elle qui agit, puisque c'est plutôt de son côté. Donc là, vous allez avoir cette partie
qui, en cas de contrôle, je pense, sur cette thématique-là, pourra être regardé par la CPR un peu plus en détail. J'ai pas de questions sur le sujet. Si, il y a des questions. On a notamment une question sur la date d'envoi qui est matérialisée. Par quoi? Est-ce que c'est le cachet de la poste ou la date du mail? Ben, pour le coup, ça va effectivement dépendre de par quelle voie est passé le client. Donc, s'il est passé par un courrier recommandé, ce sera la date d'envoi cachet de la poste. S'il est passé par mail, on va compter forcément le mail. Et j'avais une question aussi, là c'est par rapport à un agent qui avait le classeur papier. Ouais. En effet, le classeur papier est toujours valable. Nous, on met en avant aujourd'hui le classeur numérique de BCLM parce que ça vous permet de mettre à jour les documents de manière plus simplifiée, plus intuitive, puisque ça vous crée des alertes et autres. Mais le classeur papier est toujours valable. J'avais quand même une question, Aurélie. Est-ce que ce classeur est obligatoire, qu'il soit papier ou dématérialisé? Alors, c'est fortement recommandé. Je m'explique. Demain, si vous avez un contrôle ACPR, vous dites pas que ils vont vous demander le classeur. Ça, c'est trop tard. À ce moment-là, c'est vraiment trop tard. Le but du classeur, quand vous réfléchissez pour le contrôle ACPR, c'est de dire que je peux sortir les documents très vite. Comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez la lettre d'assujettissement, il se passe quelques jours, vous avez le premier rendez-vous téléphonique, et ensuite vous avez 15 jours pour aller envoyer les pièces. Ça paraît long, mais dans la vie, quand vous êtes en train de travailler, de réceptionner les clients, de vendre les contrats, puis il suffit que ce soit une mauvaise période où il y a beaucoup de votre portefeuille est beaucoup sinistré, ben, ça va très très vite les 15 jours. Donc le but c'est de pouvoir avoir une célérité pour l'envoi des documents. Et en plus, pour le coup, je reprends ce que nous avait dit Melvin au premier webinaire, c'est que vous pouvez faire une extraction de fichiers. Il y a déjà les noms, c'est quasiment la même nomination que vous demandera la CPR le jour J quand elle voudra vous envoyer les pièces par retour mail. Après, il y a autre chose. Dans vos compagnies, comme c'est une pratique de la place, on vous demandera toujours de faire votre contrôle ACPR et on peut faire des audits sur ce contrôle ACPR en version compagnie. Pour vous inciter en tout cas à savoir où se trouvent les pièces, savoir vos obligations en détail par typologie de documents, etc. Ok, j'ai une dernière question. Qui peut-on contacter pour faire le classeur numérique? La personne l'a en papier en fait, mais le numérique, que c'est une bonne évolution. Donc voilà, donc là vous pourrez contacter notre partenaire BCLM, on vous donnera toutes les coordonnées à l'issue du webinaire. Et les coordonnées sont aussi sur notre site internet, dans la partie AGA Avantage Adhérents. Vous avez accès au classeur et à toutes les données de contact de Melvin pour qu'il vous aide à le mettre en place. On va peut-être passer à la démo et puis on prendra d'autres questions après. Melvin, je te laisse faire la démo pour la partie réclamation. Alors, juste avant de commencer, peut-être sur la partie réclamation, vous voyez à l'écran, moi, je vais juste revenir sur 2 points sur les questions auxquelles Aurélie vous a répondu. C'est qu'aujourd'hui aussi, on a constaté, nous, on travaille avec pas mal d'agents. Donc, il y a, depuis, en fait, la Covid, il y a énormément de contrôles qui sont à distance. Donc, c'est aussi l'avantage du classeur numérique et dématérialisé, c'est qu'en fait, vous pouvez fournir directement, en fait, la totalité de votre classeur par mail à la CPR, parce que quand on vous fait une extraction, en fait, elle est faite au format zip. Donc c'est un format qui passe dans les mails et en fait vous pouvez leur envoyer la totalité de leur classeur ou en fait juste, comme le disait à juste titre Aurélie, leur envoyer éventuellement les thématiques où ils vous interrogent. De plus, en fait, si vous avez une activité de courtage accessoire ou enfin à côté de votre activité d'agent, en fait il y a maintenant, on le voit de plus en plus, c'est une pratique. Les compagnies, en fait, vous auditent énormément sur le classeur, donc vous avez beaucoup plus de chances, en fait, d'être audité par une compagnie plus que par les autorités de contrôle. Donc voilà, c'est juste pour revenir sur ces 2 petits points qu'on a vus précédemment. Ici, du coup, on va retrouver, comme en fait les onglets obligations d'information et obligations de conseil, on va retrouver bien sûr
l'onglet réclamation. Donc en fait, si vous voulez, le classeur, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à ce qu'on a vu avant. D'ailleurs, toujours retrouver le bouton d'information et vous allez retrouver en fait l'endroit où là vous allez venir importer les documents. Donc là, vous pouvez voir, il n'y a pas de partie sous dossier. Ici, vous avez la liste des documents en fait que vous devez importer dans cette partie. Et bien sûr, cette liste, pour rebondir sur ce que disait Aurélie par rapport à la nouvelle norme qui va rentrer en janvier 2023, nous, s'il y a des documents qui viennent à évoluer ou si la CPR vient rajouter des documents dans certaines thématiques du classeur, bien sûr, nous, on va s'occuper de faire la mise à jour et de vous prévenir, en fait, si vous avez de nouveaux documents qui vont venir implémenter le classeur. Après, la question qu'on pose souvent, c'est est-ce que dans le classeur de conformité ACPR, on doit mettre la totalité des réclamations qu'on reçoit? Donc, à juste titre, comme le disait Aurélie, en fait, ici, vous allez tenir un registre. Donc, c'est très simple. Un registre, ça correspond en fait à un document, comme elle le disait, de manière Excel. En fait, vous allez mettre, si vous voulez, un récapitulatif de toutes les réclamations que vous allez que vous allez recevoir. Et en fait, ce registre, vous allez venir l'implémenter petit à petit à chaque fois qu'en fait vous allez recevoir une nouvelle réclamation. Donc en fait, si vous voulez, à chaque fois que vous recevez une réclamation, il faudra mettre ce document à jour. Donc ça, moi, je vous conseille, par exemple, on parlait tout à l'heure des dates qui vont vous envoyer en fait des rappels hebdomadaires. Sur le registre, quand même, faites-le assez régulièrement parce qu'en fait, les réclamations, on peut en recevoir à tout moment et puis comme ça, au moment où vous êtes totalement conforme au cadre de contrôle de la CPR. Après, moi, ce que je conseille aussi, c'est qu'en fait, vous avez la faculté dans le classeur de garder plusieurs documents en base. Donc, c'est très simple. Imaginons en fait que je viens ici dans la partie registre des réclamations. Si je viens importer un nouveau registre comme ceci, vous voyez, il va venir s'ajouter en fait au registre qui était déjà en base. Bon, là, je ne vais pas ne prenez pas en compte les dates parce que là, je le fais de manière assez rapide. Et vous voyez, en fait, les documents vont rester en base les 2 dernières versions. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que le classeur aussi, c'est un peu comme votre JED. Donc, il y en a certains qui sont équipés de JED. Ça va garder tous les documents que vous avez eus en fait dans l'historique de votre agence au sein d'un seul et même environnement. Comme ça, si vous avez besoin de récupérer des documents anciens ou de faire un travail en fait d'archive, tout va être mis au sein du classeur de conformité. Et ça, vraiment, ça vous aide en fait à retrouver vos documents plus facilement et avoir tout ce dossier d'archives, si vous voulez, qui est nécessaire à votre métier d'agent. Donc voilà. On peut peut-être passer à la partie questions, Aurélie. Merci Melvin. Du coup, j'avais une question. Est-ce qu'on peut donner accès à notre classeur à la CPR? Alors, c'est pas le but. Alors, la CPR connaît maintenant le classeur de conformité numérique parce que bon, ils ont l'habitude de voir avec certains agents qui l'ont mis en place. Mais en fait, si vous voulez, c'est très simple. Alors, si tu peux juste me redonner la main, je vais leur montrer comment on peut faire. Hop. Ouais. Bon. Alors, hop, je vais juste basculer sur mon deuxième écran. Hop. Là, normalement, vous voyez. En fait, c'est très simple. Quand vous êtes sur cet écran d'accueil, donc là, vous allez voir en fait où vous en êtes par rapport au taux de complétude, au taux de conformité de votre classeur. Quand la CPR va vous contrôler, c'est vraiment les chiffres qui sont ici, vous allez regarder, parce que ça vous permet de voir assez rapidement si vous avez des documents à mettre à jour ou à vérifier. Et vous allez voir surtout ici la totalité des documents qui sont à jour. Donc le but étant que si la CPR vous contrôle, que en fait tous vos documents soient à jour et conformes. Et une fois en fait que vous êtes sûr que tous vos documents sont à jour et conformes, après que vous ayez fait la vérification des différents indices ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle « Exporter mon classeur ». Donc, vous cliquez dessus. Et là, en fait, c'est très rapide. Vous voyez, j'ai cliqué ici et là, c'est en train de télécharger en fait la totalité de mon classeur de conformité. Et c'est ce fichier-là que moi, je vais fournir à la CPR en cas de contrôle. Ils ne vont pas rentrer dedans parce qu'ils ne vont pas modifier vos documents parce qu'après, si vous leur donnez la main, bien sûr, c'est comme vous, ils peuvent faire en fait la totalité des actions dans le classeur. Donc en fait, vous allez leur fournir, si vous voulez, cette extraction. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'un fichier au format zip, donc c'est celui-ci qui passe dans une adresse mail ou dans une clé USB de faible volumétrie. Et en fait, après, si vous téléchargez ce fichier zip, ça va vous ouvrir en fait ce dossier. Et là, vous avez juste à cliquer dessus. Et puis là, on revoit toutes les thématiques du classeur. Et en fait, dans ces thématiques, vous allez retrouver vos sous-dossiers
des sous-dossiers et des documents directement dedans. Et c'est ça que vous envoyez à la CPR en cas de contrôle. Et en fait, eux, ils vont avoir une nomenclature qu'ils connaissent parce qu'ils utilisent exactement la même lors des contrôles. Et puis en fait, le contrôle va se faire assez rapidement. Vous, ça fait moins de stress, c'est organisé exactement comme ils veulent. Donc forcément, c'est une bonne pratique. Merci Melvin. Juste, on va du coup terminer pour vous expliquer un petit peu ce partenariat que nous avons du coup avec TLM depuis maintenant pas mal de temps et qui fonctionne très bien. Donc l'offre BCLM qui a été donc créée de main de maître par des avocats spécialisés sur votre métier d'intermédiaire d'assurance. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est le cabinet Astré Avocat qui est aujourd'hui à l'origine de ce classeur. Et donc, l'offre est accessible sur notre site dans la partie avantages adhérents. Et donc, vous avez une offre préférentielle au titre de votre adhésion qui est de 277 € TTC. Donc, alors, j'ai une question là pour le coup pour toi Aurélie. Est-ce que un agent peut te faire valider sa fiche de devoir de conseil? Oui, sur la fiche de devoir de conseil, ça nous est arrivé plein de fois de reprendre avec vous. Donc ça peut être envoyé à l'équipe métier, je dirais, où on est 3 juristes spécialisés dans le domaine. Il n'y a pas de souci. Une autre question, est-ce qu'il faut donc 2 classeurs, un pour le courtage, un pour l'agence ou un seul? Alors c'est comme vous préférez sur ce domaine-là. Soit vous considérez que dans votre tête c'est plus clair que tout soit vraiment bien séparé, donc du coup vous en faites 2. Soit après on a une autre pratique qui est de dire je le fais par entité juridique. Donc Ouais. c'est-à-dire que je crois que Melvin, ça vous arrive assez souvent. Si on n'a pas de société de courtage, et une société de courtage à côté spécifique, j'entends. Donc ça se fait dans la structure agent. Donc à ce moment-là, on fait un seul classeur avec les 2 dedans. Donc ça veut dire par contre qu'il faut bien penser dans chaque dossier et sous-dossier sur le classeur à chaque fois rajouter les documents qui sont spécifiques au courtage pour les thématiques qui sont liées. Ouais. Nous, ça nous arrive énormément le cas d'avoir une double activité. Si vous avez une activité de courtage, entre guillemets, accessoire, dans votre société d'agent, on vous conseille d'avoir un seul classeur. Mais par contre, si vous avez une activité de courtage à part entière, on vous conseille d'avoir 2 classeurs parce qu'en plus, quasiment la totalité des documents vont être faits. Autant avoir en fait un espace qui est propre à chacun. J'en profite puisque du coup j'ai une question pour avoir l'adresse mail de nos juristes pour envoyer la fiche de devoir de conseil. Donc vous aurez dans l'après-midi le support qui va vous être envoyé par mail et dedans je reprendrai bien évidemment les coordonnées de Melvin et les coordonnées d'Aurélie. Vous pouvez contacter, donc nous à la fédération, on a 3 juristes dédiés à l'intermédiation. Aurélie, que vous avez eu le plaisir de voir aujourd'hui, qui est aussi accompagnée de Nilda Isden et de Rémi Basilio. Donc n'hésitez pas à les contacter, ils sont à votre écoute. Et puis, dernière question, là c'est pour toi Melvin. Les 277 € TTC sont à renouveler tous les ans? Oui, alors, en fait, c'est la date d'anniversaire du contrat. Donc, imaginons que vous souscrivez aujourd'hui le 15 décembre, et il y aura un renouvellement qui sera effectué le 15 décembre du coup 2023. Et souvent, on nous pose la question pourquoi c'est un abonnement annuel? Parce qu'en fait, on vient faire tout ce travail de mise à jour du classeur, déjà pour savoir exactement les documents en fait, que vous avez besoin d'ajouter. Et parce qu'en fait, il y a tout ce système de rappel qui vous permet d'être à jour en fait tout le temps pour être en fait tout le temps conforme à un contrôle de la CPR. Merci Melvin, merci Aurélie. Je n'ai pas d'autres questions de la part des agents. Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis. On a été très heureux de vous avoir avant les fêtes. Comme il n'y aura pas de nouveau webinaire d'ici là, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Reposez-vous, revenez en forme et puis à très très vite. Au revoir à Merci. tous. Au Au revoir revoir et à bonne fête. tous. Au revoir.